Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 24 novembre. Coup d'envoi pour la 38e campagne hivernale des Restos du Cœur, des bénévoles moins nombreux qui devront faire face à toujours plus de bénéficiaires. En cause notamment, vous le verrez, l'inflation des prix alimentaires. Eux n'ont pas de problème de rationnement. Les élèves de terminale du lycée hôtelier Raymond Mondon ont assisté ce jeudi à une masterclass d'un ex-candidat de l'émission Top Chef, Wilfried Romain. Reportage dans quelques minutes. Enfin, nous avons rencontré ces nostalgiques de l'école à l'ancienne. Une association a fait repasser leur certificat d'études primaires à quelques courageux. Ne manquez pas cette immersion dans le passé à la fin de notre édition. La météo, la pluie devrait faire son retour demain sur une grande partie de notre département. Il y aura néanmoins quelques éclaircies. Les températures, elles, iront de 7 degrés le matin jusqu'à 11 dans l'après-midi. Et puis l'invitée du soir est la députée européenne Nathalie Collin-Osterlé. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui aura lieu demain, vendredi 25 novembre. Mais d'abord, place à l'actualité du jour. Et on commence cette édition par ces images. Vous étiez très nombreux ce jeudi matin, place de la République, pour vous procurer la toute nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Extra, c'est le nom, je vous le rappelle, de ces 2 kilos de bouteilles assemblées. Une centaine de personnes ont pris leur mal en patience pour l'obtenir au chalet MOSL du marché de Noël de Metz. Un cadeau pour soi ou pour un proche d'une valeur de 24 € cette année. Les prochaines ventes auront lieu les jeudis 1er, 8, 15 et 22 décembre de 11h à 15h au marché de Noël, place de la République à Metz. Et pour info, la quantité est limitée à 3 boules par personne. Et en parlant de Noël, si la boule de Meisenthal est très attendue, à cette période, le sentier des lanternes l'est tout autant. L'inauguration de sa 11e édition aura lieu ce vendredi à 17h30 sur l'esplanade. Pour l'instant, l'heure est à la répétition générale pour que tout soit parfait le jour J. Pour rappel, l'édition 2022, c'est 3000 m² de déambulation féerique. Le département organisateur de la manifestation annonce quelques 2000 lanternes cette année, dont 100 inédites. Vous pourrez les contempler du 26 novembre au 30 décembre. Dans l'actualité également, cette 38e campagne des Restos du Cœur, cette 38e campagne hivernale qui a démarré ce mardi partout en France. À Voipy, le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. La période d'hiver est la plus intense pour les bénévoles car les bénéficiaires sont plus nombreux et c'est d'autant plus compliqué dans un contexte marqué par une très forte inflation des prix alimentaires. Reportage Lucie Philippot. Ahmad vient renouveler sa carte de bénéficiaire pour l'hiver. Il ne parle pas français, il est ici depuis 5 mois. Je suis venu d'Afghanistan, je viens ici pour me nourrir. Je n'ai pas le choix. La campagne hivernale a démarré aujourd'hui pour le site de Voipy, qui s'attend à accueillir plus de personnes qu'en été. Il y a 2 barèmes. Donc l'hiver, le barème est beaucoup plus haut que l'été. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de personnes l'hiver. Et depuis cette année, on prend en compte donc tous ces frais d'électricité, d'eau et de gaz. Cette campagne intervient alors que les prix des produits alimentaires ont bondi ces derniers mois, plongeant de nombreux Français dans des difficultés financières. Je pense l'avenir, le mois prochain. De plus en plus de nouveaux arrivants qui s'inscrivent, qui sont bénéficiaires. S'ajoute à l'aide alimentaire l'aide à la personne, un service qui lui aussi se prépare à une augmentation d'affaires à traiter. Je pense qu'on va accueillir de plus en plus de personnes, là, vu les conditions actuelles, économiques. Les Restos du Cœur de Voipy ont servi pour la période d'été environ 100 000 repas, une hausse de 26% par rapport à l'année dernière qui risque d'accroître pour la période hivernale. Cette année, les Restos du Cœur au niveau national ont décidé d'élargir encore les conditions d'accès à l'aide alimentaire. Donc de toute façon, on va recevoir plus de familles. On s'est préparé quand même, parce qu'on savait qu'on allait avoir plus de gens. Donc j'ai embauché déjà 3 bénévoles de plus. On s'est organisé pour être en mesure d'accueillir plus de personnes. Les Restos du Cœur sont en tout cas prêts pour les fêtes de fin d'année. Leur atelier de réparation de jouets peaufine les derniers détails avant de distribuer ces cadeaux.
Faire de la grande région un laboratoire européen du mieux vieillir, c'est l'objectif que s'est donné la France et ses pays voisins, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Une personne sur 5 en grande région est âgée de plus de 65 ans. À travers Seniors Active, des moyens ont été mis en place pour faciliter la vie de ces personnes. On écoute les acteurs de ce projet qui nous dressent un premier bilan. Notre regard sur les seniors, un regard positif sur le bien vieillir. On voit souvent les seniors comme pendant la pandémie, les problèmes dans les EHPAD en France où on a l'impression que c'est une catastrophe, mais aussi des parties très positives de communication autour de vieillir en bonne santé, partager des activités sportives et culturelles, continuer une vie dans un 3e ou une 4e étape de la vie. On avait comme priorité de créer un conseil des seniors de la grande région et on est parvenu à se mettre d'accord sur le fait qu'un conseil des seniors était très pertinent pour la grande région et on cherche un soutien pour nous aider à réaliser cette action. On a discuté ardemment, mais on a toujours réussi à tirer un compromis des discussions et on apprend toujours les uns des autres au sein de la grande région. On est en pleine innovation, on a le même constat, donc on a les mêmes problématiques pour lesquelles chacun des acteurs va expérimenter, mettre en avant une idée qu'il a, soit elle est bonne et les autres la prendront, soit elle n'est pas bonne et on la laisse tomber. Et l'intérêt, c'est de profiter des expériences des uns et des autres pour pouvoir mettre en application. C'est pas une structure administrative. Ce jeudi matin, les élèves de terminale du lycée hôtelier Raymond Mondon ont eu le privilège d'assister à une masterclass donnée par un ancien élève mais aussi ex-candidat de l'émission Top Chef, Wilfried Romain. Il s'apprête à ouvrir un restaurant à Paris et est venu parler de son expérience, de ses voyages et bien sûr de sa cuisine. Et justement, après un temps d'échange, les élèves ont dû relever le défi de réaliser 2 plats en 2 heures avec des épices importées des 4 coins du monde. Reportage relevé d'Anne-Sophie Gross. Il y a des piments qui sont là, qui sont pas très forts. Non, il y a des piments, je t'en ramène un qui est pas fort. Les épices, c'est un peu la marque de fabrique de Wilfried Romain. Dès le début de sa carrière, cet ancien élève du lycée Raymond Mondon a voyagé un peu partout dans le monde. Dans ses valises, il a ramené des saveurs pour le moins exotiques, cardamome, chichimi, piment d'Amazonie ou baie des Bataques, de quoi déstabiliser un peu les élèves de terminale. Pour l'instant, j'ai rien choisi comme épices. Je connais pas trop les épices, c'est pas ma spécialité quoi. Du coup, j'essaye un peu de sentir et de voir qu'est-ce qui matcherait bien avec ce qu'on va faire. Mais ouais, ça m'inspire un peu. Explorer de nouvelles saveurs et ne pas avoir peur de prendre des risques en associant différentes épices. Voilà le défi que leur a lancé le chef invité. Ce qui est intéressant et ce que j'attendais aujourd'hui, c'est de faire part de leur créativité, de sortir un peu de leur zone de confort, comme je disais, d'explorer des trucs qu'ils n'ont pas encore fait. C'est pour ça que j'expliquais à un jeune de cuire le filet d'oral sous de la salamandre plutôt que dans une poêle, ce genre de choses. Et les épices, c'est pas juste mettre du curry pour dire que j'ai mis du curry, il y a un vrai travail et une vraie réflexion à avoir dedans. Toutes les épices ne se marient pas ensemble et un plat, c'est pas juste mettre de la cannelle et mettre du poivre pour dire j'ai fait une cuisine épicée. Mais s'ils étaient un peu impressionnés au départ, les apprentis cuisiniers se sont vite pris au jeu. Disons qu'au départ, ils avaient vraiment l'intention de rester sur leurs classiques et leurs connaissances et puis en venant sentir toutes ces différentes épices, en prenant des conseils bien sûr auprès de moi ou auprès de Wilfried, ils ont pu un petit peu découvrir de nouvelles saveurs et découvrir que certains produits pouvaient bien se marier. Une fois leur plat terminé et dressé, les élèves se sont prêtés au jeu de la dégustation avant de pouvoir eux-mêmes goûter leur plat. Franchement, c'est bon. C'est bon votre truc. Et on passe à notre rubrique culture. Alicia, bonsoir. Bonsoir Jean. On commence tout de suite cette rubrique avec la compagnie thionvilloise Théâtre à dire qui se joue des mots OTS et des mots AUX en ce moment à Nilvange. Oui, vous allez pouvoir le constater en découvrant le travail des ateliers de création de la compagnie dont les créations seront jouées au Café Gueulard de Nilvange. Des pièces qui sont mises en scène par Mohamed Mouafik. Alors 3 d'entre elles sont encore à découvrir. Le traditionnel Malade imaginaire de Molière, mais aussi Tous mes rêves partent de Gare d'Austerlitz, j'adore ce titre, qui nous raconte le festin de Noël imaginaire de 6 femmes
détenues en maison d'arrêt, des femmes qui décident de jouer et de filmer la pièce « On ne badine pas avec l'amour » de Musset, tout ça pour l'envoyer à la fille d'une des détenues. Et puis, tristement d'actualité également, vous allez pouvoir blesser à mort, vous voyez des images à l'écran, de Serena Dandini qui va réunir toutes les femmes victimes de violences, des hommes, des femmes riches, des femmes pauvres, cultivées, analphabètes, jeunes, âgées, des femmes qui vont nous raconter leur histoire et nous inviter par là même à réfléchir, et cela sans apitoiement, la condition des femmes. Tout cela, vous allez pouvoir le découvrir au Café Gueulard de Nilvange. Ça sera du 29 novembre au 3 décembre. Poursuivons en musique avec un concert qui va ravir les amateurs de musique soul. Yeah, parce que les Commitments sont de retour. Les Commitments, on le connaît, c'est en tout cas le titre d'un film culte d'Alan Parker, c'était en 1991, un film qui nous racontait l'histoire de chômeurs irlandais qui décidaient de monter un groupe de soul qui reprenait Aretha Franklin, Al Green, Otis Redding et tant d'autres. Et il se trouve que Dave Finnegan, qui était le batteur dans le film, qui incarnait le batteur, a décidé de poursuivre en musique avec les Commitments pour nous faire vivre des instants savoureux. À ses côtés sur scène, 8 musiciens, et vous allez voir, ça groove. Yeah, vous le voyez, c'est de la soul, de la pure soul avec Dave Finnegan, c'est les Commitments. Ça sera au Gouvy à Frémin-Merlebach et ça sera donc le 26 novembre à 20h. Terminons avec l'adaptation très attendue des Variations énigmatiques d'Éric Emmanuel Schmitt. Oui, des variations mises en scène par Paul-Émile Fourny pour l'Opéra-Théâtre de Metz et Métropole. On va retrouver à l'affiche 2 acteurs que l'on adore, le Messin Hugo Becker, que l'on a pu apprécier dernièrement dans la mini-série Diane de Poitiers, et puis Pierre Rochefort. Tous deux m'ont parlé de l'histoire de cette pièce et ils m'ont dit aussi à quel point elle allait nous tenir en haleine. Écoutez-les. Cette pièce, elle raconte un entretien, une interview entre un journaliste qui vient interviewer un auteur qui est prix Nobel sur son dernier ouvrage. Et en réalité, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Et c'est très compliqué de raconter exactement ce qui se passe, sinon on vous dévoile tout. Donc c'est une pièce construite comme un thriller psychologique, dans laquelle cette interview, cet entretien, cette entrevue, elle est en fait tout à fait différente de ce qu'on pourrait croire au premier abord. Eric Larsen, le journaliste, n'est peut-être pas exactement qui il prétend être, ou il ne vient peut-être pas pour les raisons qu'il annonce. Et Abel Znorko, son dernier ouvrage et sa misanthropie n'a peut-être pas les raisons qu'on pense ou que lui énonce. Il y a un côté thriller où, au fur et à mesure, moi c'est ce qui m'a plu, au fur et à mesure on découvre de quoi il s'agit. Et honnêtement, moi je ne m'attendais pas du tout aux révélations et aux twists de la pièce. Effectivement, tous ces deux personnages cachent quelque chose à l'autre et sous prétexte d'interview, tout d'un coup, ils ont tous les deux des cartes à poser sur la table au fur et à mesure pour découvrir une vérité. Et chacun a une vérité différente à apprendre et à creuser de l'autre, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Voilà, Hugo Becker et Pierre Rochefort qui vont s'affronter dans une joute verbale jubilatoire. Ça sera sur la scène de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole les 1er, 2 et 3 décembre. Réservez vite vos places. Merci beaucoup. Alicia, on peut noter également qu'un entretien plus long sera disponible, bien évidemment, dans la prochaine boîte à malice, mercredi prochain. Merci Alicia. Merci. Un mot de sport, le TFOC connaît son prochain adversaire en Coupe de France féminine. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi et a désigné Calais pour défier les volleyeuses mosellanes en 8e de finale. Elles se déplaceront donc le 24 janvier prochain dans les Hauts-de-France. Et sur le papier, le TFOC 4e au classement de Liga féminine est bien sûr la favori face à cet effectif d'élite de division inférieure. Vous êtes nostalgique de l'ancien temps. Eux aussi, quelques courageux ont fait un bond dans le passé en repassant leur certificat d'études primaires. Ce diplôme, qui a été définitivement supprimé en 1989, s'obtenait par le passage d'un examen. Mathématiques, français ou encore histoire géo, l'association Medservice Village Lorrain a mis à l'épreuve ses élèves d'un jour dans son école d'autrefois. Reportage de Colline L'Expert. Après avoir longtemps marché dans la nuit et le vent pluvieux. Pour l'épreuve de dictée, tous ont pris leurs plus belles plumes, mais certains ont un peu perdu la main.
Dans cette école d'autrefois, une quinzaine de courageux sont venus affronter les sujets d'époque tirés des annales du certificat d'études primaires. Si les élèves s'en tirent plutôt bien avec la dictée, quelques lacunes se font ressentir du côté des mathématiques. Le français, ça va. Après, on a chacun ses spécialités, mais là, les maths, j'ai déjà souffert. Rien qu'une simple multiplication, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de le faire en calcul mental et j'étais totalement perdue, sans poser les opérations. Poser une opération, je sais encore. Mais sans poser les opérations, faire du calcul mental, je suis larguée. Du calcul mental, mais aussi des problèmes que devaient autrefois résoudre des enfants inscrits à l'école primaire jusque dans les années 70. De nos jours, les exigences sont tout autres, comme le constate Virginie, enseignante venue se tester aujourd'hui. C'était un bon niveau à l'époque, parce que apparemment les élèves le passaient quand ils avaient 12 ans, d'après ce que j'ai compris, 12-13 ans. Et oui, le niveau était quand même assez haut, assez fort. Et face à ce niveau plutôt élevé, certains ont demandé un peu d'aide au professeur Jackie qui organise cette animation depuis 4 ans. Mais ces élèves n'ont pas tous bien révisé leurs leçons. Oh non, je révise pas. Non. Je suis venu l'année dernière. J'avais raté certaines épreuves, alors du coup je me suis dit il faut que je retourne, il faut que je me venge. Pour l'instant ça s'est à peu près bien passé, sauf l'orthographe. Des fois, à mon âge, je ne sais jamais les problèmes de double consonne. Il y a toujours des doutes. En plus de se mettre au défi, ces écoliers d'un jour en ont aussi profité pour visiter cette grange transformée en véritable musée. L'association Medservice Village Lorrain y accueille d'ailleurs des centaines d'enfants chaque année. Les mois de mai et juin, on accueille 600-700 élèves. Ils s'exercent à la plume. On leur raconte bien sûr toute l'histoire de l'école d'autrefois qu'ils n'ont pas connue, que leurs grands-pères, arrière-grands-pères ont connue. Ils sont très surpris. On leur montre le bonnet d'âne, les coups de règle sur les doigts, la fessée, des choses comme ça. Ça les amuse beaucoup. Une grande partie de ce matériel, qui permet aux enfants d'apprendre en s'amusant, a été donnée par l'auteur mosellan René Bastien. La classe a d'ailleurs été rebaptisée en son nom pour lui rendre hommage. Et on retrouve tout de suite notre invité du jour. La députée européenne est élue Messine Nathalie Colin-Osterlé est de retour sur le plateau de Moselle Info. Alors la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est demain, vendredi 25 novembre. Et à cette occasion, vous venez nous présenter le violentomètre, une sorte de règle finalement. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Alors qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement une règle, un violentomètre qui est gradué, qui va du vert au rouge et qui va décrire différentes situations qui vont de situations normales aux situations très violentes. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes filles qui peuvent être victimes de violences sans tout à fait en être conscientes. Et on voit aujourd'hui très nettement que les violences se banalisent chez les jeunes pour diverses raisons, parce qu'il y a un accès très facile aux réseaux sociaux, même pour des collégiens qui ont, des enfants qui ont 9-10 ans, qui déjà vont sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont déjà accès à la pornographie, avec donc une banalisation de la violence qui est évidente et des conséquences qui peuvent être assez dramatique. Donc c'était important pour nous d'aller, pour moi en tout cas, qui suis rapporteur de la directive européenne sur laquelle nous travaillons actuellement pour lutter contre ces violences faites aux femmes et violences domestiques. Donc c'était important d'aller à la rencontre de ces jeunes collégiens pour les sensibiliser à cette thématique. Peut-être que vous, derrière vos écrans, vous découvrez ce violentomètre, mais cet outil, il n'est pas nouveau, Nathalie Colin-Osterlé. Alors vous parlez de sensibilisation des jeunes filles tout à l'heure, mais c'est vrai que ça s'adresse plus largement à tout le monde finalement, cet outil. Oui, tout le monde peut le regarder, peut la voir et peut y trouver effectivement des situations déjà connues ou déjà vécues. Donc c'est effectivement un outil très important, mais de manière plus générale, l'Europe aujourd'hui se mobilise parce que le constat est tout à fait glaçant. Je vais vous reprendre quelques chiffres. En France, depuis le 1er janvier de cette année, nous avons déjà eu 121 féminicides. En moyenne, un décès est enregistré tous les 2 jours et demi en France. Chaque jour, en Europe, 7 femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques ou psychologiques. Alors, l'Espagne est un modèle, et je vais y revenir, mais l'Europe a voulu, s'emparer du sujet parce qu'effectivement, on voit des États qui sont très en retard par rapport à un État qui est plutôt un modèle pour nous aujourd'hui. C'est l'Espagne qui a su réduire considérablement
considérablement le nombre de féminicides, mais qui a mis également des moyens, avec un budget de 16 € par habitant. En comparaison, la France met 5 € par habitant pour lutter contre ces violences. Parce que, il y a des tas de mesures qui sont mises en place, mais évidemment, il y a un budget conséquent qui est également consacré à la lutte contre ces violences, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience réelle de l'urgence qu'il y a à régler ces problèmes. Et est-ce qu'en France, il y a cette prise de conscience? C'est vrai, ce que vous avez évoqué, les chiffres alarmistes finalement, mais ce sont les mêmes chiffres d'année en année. On a l'impression que ça n'évolue pas, qu'il n'y a pas de changement. La prise de conscience, je crois qu'elle est réelle, mais les moyens dégagés ne sont pas suffisants. Et moi, je dis une seule chose, je dis que face à l'intolérable, nous devons être absolument intolérants. Actuellement, nous travaillons sur cette directive pour définir ce que sont les violences, définir différentes infractions. Ce qui est considéré comme un viol en France doit l'être également dans un autre État membre de l'Union européenne. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. La même chose pour les mutilations génitales, pour les mariages forcés, pour le partage non consenti d'images intimes, le cyberharcèlement. Toutes ces infractions ne sont pas définies de la même manière partout en Europe et les sanctions ne sont pas harmonisées. Donc il est question aujourd'hui d'avoir un socle de sanctions commun et puis surtout d'asseoir une stratégie européenne avec 4 piliers. La prévention tout d'abord, avec d'immenses campagnes de sensibilisation et de communication, un peu à l'image de ce que je suis en train de faire auprès des collégiens messins, mais donc sensibilisation et tout particulièrement à l'égard des plus jeunes. Tout ce qui est également accompagnement, avec la création tout d'abord d'un numéro de téléphone européen unique, disponible 24 heures sur 24 et dans toutes les langues. La création de guichets uniques pour arrêter avec ce parcours du combattant ou de la combattante pour les victimes. Oui, parce que souvent, on le voit, on a 213 000 femmes qui sont en France victimes chaque année de violences. Seulement 18% portent plainte. Pourquoi? Parce que tout ça est très compliqué, parce qu'elles ne sont pas dans un environnement sécurisé. Et donc, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir partout en Europe, avec un quota par nombre d'habitants, des guichets uniques où il va y avoir vraiment une prise en charge globale de la victime sur le plan social, économique, médical, judiciaire. Donc ça, c'est le volet accompagnement, avec évidemment des policiers et des magistrats spécialisés et formés. Le volet également protection des femmes et des victimes, avec partout en Europe la délivrance rapide d'ordonnances de protection, de téléphones grave danger, la pose de bracelets électroniques, et puis des sanctions, c'est ce que je vous disais, harmonisées pour que une infraction considérée comme telle dans un État le soit également dans l'État voisin. Alors, vous nous évoquez ces grandes lignes directrices de ce plan, de cette stratégie. Concrètement, loi européenne. Concrètement, pour que l'on comprenne bien, où est-ce qu'on en est dans cette avancée de cette loi? Alors, la Commission européenne a présenté son projet en mars dernier. Aujourd'hui, le Parlement travaille, donc je suis rapporteur sur cette directive, et nous devrons rendre notre copie au printemps 2023. Et lorsque cette directive sera votée, elle devra être appliquée dans les États membres, transposée dans le droit de chaque État membre dans les 2 ans qui suivent son adoption au niveau européen. Alors là, on parle d'un niveau plus large, d'un niveau européen. Pour finir, dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Mixité organise une soirée d'échange autour du thème, et vous y serez, oui, autour du thème Femmes résistent 3919, donc qui est le numéro d'urgence français. C'est ce vendredi à 18h30 à l'Étape Habitat à Metz. Des rencontres en privé avec des professionnels seront d'ailleurs possibles. Alors, cela part aussi de là, Nathalie Collin-Osterley, finalement, des petits gestes locaux. Mais ce ne sont pas des petits gestes, ce sont des associations qui œuvrent énormément. Je voyais en Espagne une association qui s'appelle ONS, qui organise des lotos partout à Madrid pour sensibiliser, et bien sûr pour avoir des financements, évidemment, mais recueillir des financements, mais également pour sensibiliser la population à ce drame que sont ces violences. Donc il n'y a pas de petits gestes. Ces associations travaillent énormément sur ce sujet, sont là pour sensibiliser, et je serai bien évidemment à leur côté demain soir. Merci beaucoup, Nathalie Collin-Osterley, d'avoir répondu à nos questions.
L'image du jour pour terminer cette édition, et ce chiffre 6, c'est le nombre d'heures qu'il aura fallu aux membres du club nautique Lorraine pour déplacer la péniche Pauline de la cale sèche de Vitrin jusqu'au port de plaisance de Sarreguemines. Cette embarcation centenaire était en travaux depuis 2 mois. 11 000 € de travaux financés par la ville de Sarreguemines. Longue de 32 mètres, la péniche a donc enfin retrouvé sa place. Le décor de carte postale du port de plaisance est donc ainsi complet. Voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain. Bonne soirée.